Ok, donc le code sera fait en Python. On aura besoin de télécharger ou d'installer 3 librairies, pardon, parce que ça c'est la même librairie. Donc vous aurez besoin d'installer NumPy, Matplotlib, Scikit-learn. Alors NumPy ce sera pour en fait faire un petit peu toutes nos manipulations avec des matrices ou des vecteurs. Matplotlib ce sera pour juste représenter un peu nos données. Et Scikit-learn datasets où on apportera make classification. Donc ça nous servira en fait à faire des données artificiellement. Donc les données artificiellement, ce sera juste pour en fait faire des exemples en fait d'application du perceptron. Et ensuite, from sklearn.modelSelection, on va importer train test splits. Ça nous servira aussi pour en fait séparer nos données. C'est-à-dire qu'on va prendre nos données, on va en donner une partie à cet algorithme-là, qui va nous donner donc du coup un classifieur, enfin les poids du classifieur. Et ensuite, les autres données qu'on n'a pas utilisées, on va tester ce classifieur dessus pour voir si il arrive à bien se généraliser. C'est-à-dire que quand on lui donne de nouvelles données, est-ce qu'il nous classifie bien les nouvelles données. Commençons par la première fonction, qui est la fonction train perceptron. Donc c'est tout simplement en fait cet algorithme-là. J'ai fait une implémentation comme ceci. Alors qu'est-ce que je prends? Je prends x et y. Alors x et y, c'est tout simplement en fait ce qui compose mon training set, donc mon jeu de données d'entraînement, c'est-à-dire le jeu de données qui va servir à entraîner mon perceptron. Max iter égale à 1000, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que ici, on ne va pas mettre une boucle while tant qu'il y a des erreurs de prédiction. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un certain nombre d'itérations. Donc à la place de cette boucle while, on va avoir une boucle for qui va aller jusqu'à max iter. Comme ça, au moins, on borne en fait le nombre d'itérations et on évite d'avoir une boucle qui peut potentiellement tourner à l'infini. Ce qui veut dire en fait que ce max iter, ce sera donc ce qu'on appelle un hyperparamètre, c'est-à-dire un paramètre qui contrôle l'apprentissage de notre classifieur. Et pourquoi il le contrôle? Tout simplement parce que si on met un nombre d'itérations trop faible, il va nous donner en fait un perceptron qui sera peut-être pas assez bon. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si on augmente le nombre d'itérations, donc si on augmente les valeurs de max iter, notre perceptron pourra devenir de plus en plus performant, c'est-à-dire qu'il pourra de mieux en mieux classifier. Évidemment, le problème de ça, c'est que plus max iter est élevé, plus il y a donc de calculs, plus c'est long avant d'obtenir le résultat de cette fonction, donc c'est-à-dire avant d'obtenir les poids de notre classifieur. Et évidemment, ça me renverra W, c'est-à-dire mes poids. Qu'est-ce que je fais? Ensuite, je récupère le nombre d'échantillons, donc c'est-à-dire le nombre de données que j'ai, et nFeatures, c'est tout simplement le nombre de variables descriptives que j'ai. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser W, où je vais juste faire un vecteur, en fait, quand il y a nFeatures plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, tous mes poids, donc W0, W1 jusqu'à WD, seront utilisés à 0 au départ. Et c'est pour ça que je fais un nFeatures plus 1, c'est tout simplement pour avoir mon biais en plus. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire x bias. En fait, je vais ajouter un 1 à chacune de mes variables, de mes valeurs, en fait, de mes échantillons, donc de mes xi, comme on avait vu. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement par rapport à ici. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut mettre un 1 ici, parce que sinon on aura un problème de taille de vecteur. Le vecteur W n'est pas égal en fait au vecteur XI. Il a une composante en plus. Donc c'est pour ça que j'ajoute un 1. Et pour cela, je fais np.hstack et ensuite à l'intérieur, je mets une liste avec np.once avec le nombre de samples, donc c'est-à-dire combien j'ai de XI, et je mets X ici. Voilà, tout simplement. Donc ça en fait ce que ça va faire, c'est que np.once n samples, ça va me générer en fait tout simplement une matrice avec n lignes, une colonne. Et là, j'ai ensuite x, donc c'est-à-dire mon tableau ici, qui contient n échantillons et n features. Et ce que ça va me faire, c'est que ça va me concaténer en fait les deux. Ensuite, je vais faire du coup un for underscore inRange max iter, donc ça va être du coup pour tout simplement en fait faire ma boucle ici, c'est-à-dire celle qui va me donner à chaque itération un nouveau classifieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais compter aussi le nombre d'erreurs, et ensuite, je vais faire for i in range n samples, donc je vais parcourir en fait chacune de mes valeurs, enfin chacun de mes xi, et je vais faire donc np.signe, np.dot, donc ça va être exactement en fait la fonction signe ici, donc qui donne 1 ou plus 1, donc qui donne moins 1 ou 1, pardon, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si la prédiction, c'est la même que dans yi, c'est-à-dire la valeur qui se trouve à l'indice i de y qui correspond donc du coup au vrai label. Donc si les deux valeurs sont différentes, eh bien alors j'ai fait comme ça, mais j'aurais pu faire aussi comme c'était fait ici, d'accord? Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais mettre à jour mes poids. Donc ce que je fais, c'est que je fais w est égal à w, donc ça c'est pareil, un w plus égal, ça veut dire w égal à w plus la valeur qui est ici. Et cette valeur là, c'est yi, donc
la classe ou le label de ma im valeur multiplié par x by s, donc c'est-à-dire mon vecteur en fait qui a en première composante un 1 et ensuite toutes les variables descriptives. Si le nombre d'erreurs est égal à 0, alors je break, donc c'est-à-dire que j'arrête cette boucle for, sinon je recommence. Et à la fin, je return w. Ok, donc maintenant on va faire un petit exemple. Là j'ai quelques données, d'accord? Donc ici, chaque liste de listes, en fait, est un xi, donc c'est un vecteur qui va contenir mes variables descriptives. Et là, cette liste-là, ou ce tableau NumPy-là, contient du coup mes classes associées à chaque valeur. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux les afficher. Pour cela, je vais faire un plt.scatter, où ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, en fait, les valeurs, en fait, où on a y qui est égal à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, y est égal à 1, ça va donc du coup me donner les index, en fait, où les valeurs ici sont égales à 1. Et les valeurs qui sont égales à 1 ici, donc les index où ces valeurs sont égales à ici, eh bien, je vais l'associer avec ce x ici. Donc par exemple, la valeur ici est un 1, donc ça veut dire que la deuxième ligne, en fait, enfin l'index 1, pardon, eh bien, c'est ma ligne en fait qui se trouve à l'index 1 dans ce tableau x, eh bien, je vais la récupérer. Mais je peux pas la récupérer direct, je peux récupérer qu'une seule valeur à la fois, donc je vais le faire une fois, puis une deuxième fois. Et aussi parce que bah, ça me permet en fait d'afficher ensuite en comme j'avais fait ici, c'est-à-dire, vous voyez, avec une valeur là en x, en abscisse, et une valeur là en ordonnée. Ok, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur, donc je vais dire, bah, ces points-là, ce sera des couleurs bleues, et ces points-là auront un label classe 1. Ensuite, je fais la même chose pour la classe -1, donc je récupère en fait les points en fait où la classe c'est-1 et je les mets de couleur rouge et je mets le label classe -1. Je mets ensuite des petites légendes et j'affiche mes points. Voilà mes points. Donc l'idée c'est qu'on va avoir donc une marge, enfin une frontière de décision qui sera vers ici, hein, qui sera à peu près entre les groupes de points. Donc là c'est assez facile à séparer, hein, comme vous pouvez le voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner le perceptron. Alors on va faire w égale à train perceptron. Donc ensuite on va passer x et y en paramètres, donc c'est-à-dire nos valeurs ici, et on va afficher les points. Alors là, ça m'a affiché un truc en plus, c'est parce qu'avant j'avais un print en fait qui m'affichait les x. Bah, du coup, ça peut vous permettre de mieux comprendre. Vous voyez, j'ai mis des 1 en plus ici à chaque fois grâce au np.hashtag. Vous voyez, c'est grâce à ça, c'est que ça nous a donné les valeurs comme ceci. À la base, par exemple, la première valeur c'était juste un 2, 3. Là, grâce au hashtag, ça m'a rajouté un 1 en plus. Et ensuite, les poids, donc les voici, c'est 12, -3 et -4. Alors, n'oublions pas l'ordre. L'ordre, c'est, on a tout d'abord le bias, ok, enfin, ou le biais, donc c'est-à-dire celui-ci, le 12, c'est le biais. Et là, c'est -3 et -4. Pourquoi? Bah parce que la première valeur, à chaque fois ici, de nos x bias, c'est un 1. Ok, donc ça veut dire que le biais dans le W est tout en haut. Et donc la deuxième valeur, ce sera en fait la valeur, donc la deuxième valeur de W, ou la valeur à l'index 1, ce sera la valeur pour la première variable descriptive. Donc pour la valeur qui se trouve à première composante en fait, de notre vecteur de notre vecteur xi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher nos points et la frontière de décision. Le code reste le même, à part ces deux trucs là qui changent, enfin qui sont rajoutés, ouais, ces trois lignes de code. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une droite de points en faisant np.linespace, et ensuite x2, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire notre frontière de décision. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre droite, l'équation cartésienne de notre droite, c'est -3x1 -4x2 plus 12 égale à 0. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on veut trouver les valeurs de x2. Donc, eh bien, on va faire passer de l'autre côté -12 et -3. Donc, c'est-à-dire la valeur 0 ou la valeur à l'index 0, la valeur à l'index 0 de W et la valeur à l'index 1 de W. Et on va diviser par la valeur qui se trouve à l'index 2. Parce que c'est le coefficient qui reste. Ce coefficient-là, en fait, c'est le coefficient qui est censé à la base multiplier x2. Mais vu qu'on veut avoir les valeurs de x2, eh bien on va le diviser par ce coefficient. Alors oui, du coup, il faudrait vérifier d'abord que cette valeur n'est pas égale à 0, bien évidemment. Bon, je l'ai pas fait, mais au pire, c'est pas compliqué à faire. Voilà, et après, je peux tracer ma droite. Et ma frontière de décision, la voici, elle est comme cela. Les points ont un peu changé, c'est juste qu'en fait, les axes, vous voyez les axes x, x1 et x2, les abscisses et les ordonnées, n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs. Et aussi parce que la légende en fait a été mise là, mais sinon c'est les mêmes coordonnées, hein. Si vous regardez, il n'y aura pas de souci. Juste que là, vous voyez, ça commence à 1,1 par exemple, et là, ça commence en 0,0. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage. Enfin, un décalage juste à cause des axes. Voilà, donc vous pouvez voir que ça classe plutôt bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre exemple pour vous montrer un peu après les limitations. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une fonction d'accuracy, c'est-à-dire qu'on va calculer la précision de nos prédictions. Donc la précision, il y a
il y a plein de manières de le faire, mais en général, ce qu'on fait, c'est que on regarde en fait le nombre de bonnes prédictions, donc on prend la première, la première valeur qu'on veut essayer de prédire, donc la classe de la première valeur qu'on a prédite, et on compare avec sa valeur, avec sa classe théorique, on va dire, ou sa classe réelle, c'est-à-dire la vraie classe qui lui a été assignée. Et on fait ça pour chacune des valeurs, chacune de nos prédictions. Et ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, on va dire que si la prédiction est bonne, alors on dit 1, et sinon on met 0. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette moyenne-là. Donc on aura une moyenne en fait qui va nous donner du coup le nombre de bonnes prédictions. Cette moyenne, si elle nous donne une accuracy de 0,8, ça veut dire que sur 100 prédictions, il y en a 80 qui sont bonnes. Ensuite, donc c'est ce que j'ai fait ici. Je prends YTrue, donc c'est-à-dire les vrais labels, et YPred, c'est les valeurs prédites par mon classifieur. Et je fais np.min YTrue égale YPred. Ok, ensuite predict, donc predict, c'est juste on prend x, donc nos données, et on va les multiplier par w, et ça va nous donner en fait tout notre vecteur de prédiction, c'est-à-dire un YPred comme ici. Pour cela, on récupère le nombre d'échantillons, donc le nombre de xi qu'on a, donc pour cela on fait x.shape entre crochets 0, qu'on va stocker dans nSamples. Ensuite, on n'oublie pas d'ajouter le pied comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, les prédictions, c'est tout simplement faire np.sign, entre parenthèses, np.dot xbias w. Donc ça nous donne le produit scalaire de xbias par w. Et ensuite, on fait np.sign pour avoir un -1 ou un 1. Et tout ça sera stocké dans predictions. Alors, à présent, nous allons faire des données nous-mêmes, non, pas nous-mêmes, du coup, artificiellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fonction en scikit-learn qui s'appelle make classification, qui nous permet de générer des données à n classes, et même si on a envie, on peut mettre autant de features, c'est-à-dire de variables descriptives. Donc moi j'en ai fait une ici, je vais générer en fait 200 échantillons, donc c'est-à-dire que j'aurai 200 xi, avec deux variables descriptives, et ensuite n informative et n redundant, je vous avoue que je sais pas trop exactement ce que c'est par rapport à la génération en fait des données, et n clusters par classe, ça veut dire combien il peut y avoir de clusters par classe, donc c'est un hyperparamètre que je vous conseille de juste laisser à 1, et n class par contre ça il faut bien mettre à 2, parce qu'on ne veut que 2 classes. Random state égale à 0, c'est pour avoir en fait la même génération aléatoire, donc si vous prenez ce code là et que vous mettez random state égale à 0, vous aurez la même génération que moi, même si ça reste aléatoire. Ça bloque en fait, on va dire en quelque sorte la génération aléatoire, ça en prend qu'une seule en particulier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que les labels donc qui a été donné par makeClassification, c'est des 0 et des 1, nous on va les transformer en -1 et 1 pour respecter la convention de notre algorithme. Ensuite on va faire du coup un train test split. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre x et y et on va les séparer en deux groupes. C'est-à-dire on va avoir un groupe qui va nous servir pour l'entraînement et un groupe qui va nous servir pour les tests. Et ça, cette séparation sera au hasard. Et combien de données on va mettre dans le groupe train et dans le groupe test, eh bien c'est déterminé grâce à ça, grâce à ce test size. Test size égale à 0.3, ça veut dire qu'on va mettre 30% de nos données dans le jeu de données de tests. Et donc les 70% restants seront pour l'entraînement. Random state égale à 0, c'est pareil, c'est pour le partitionnement aléatoire, et bien en fait on va le fixer, et donc ça veut dire que vous aurez le même partitionnement que moi si vous mettez random state égale à 0. Ok, à nouveau on peut rafficher nos points de données, et là vous voyez que ça commence à être un peu plus difficile, parce qu'il y a des points rouges en fait qui se confondent en fait avec des points bleus. Donc ce qui est quand même, ce que vous voyez, ça devient déjà un peu plus délicat. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner notre perceptron. Donc moi, je l'ai entraîné avec différentes valeurs, le max iter. Donc au début, j'ai mis 1000 et ensuite j'ai mis 50 000. Au final, ça faisait pas une grosse différence. Mais si vous voulez, vous pouvez vous amuser à l'entraîner avec différentes valeurs de max iter. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher nos données avec cette nouvelle frontière de décision. Attention, ici, moi, j'ai ajouté une limitation parce qu'en fait, les poids qu'il me donnait, c'était donc des poids en fait qui avaient tendance à changer en fait les valeurs de x1 et x2, donc les valeurs de l'axe de l'abscisse de l'ordonnée, et en fait avoir des valeurs qui sont beaucoup trop grandes par rapport aux valeurs de mes points. Donc du coup ça faisait un abscisse, ça faisait en fait un plot où j'avais mes valeurs, mes points qui étaient un peu trop condensés, donc on les voyait pas très bien. C'est pour ça que j'ai mis un ylim est égal à -3, 3. Ça veut dire que les valeurs sont de y, donc de l'ordonnée, sont de -3 à 3. Et donc si j'affiche la frontière de décision, voici donc ce que ça me fait.
eh bien, vous voyez, bon, du coup, comme je vous dis, ça a un petit peu changé, mais ça change pas trop. Enfin, c'est juste que les valeurs de l'abscisse et de l'ordonnée changent un petit peu, mais les valeurs des points ne changent pas. Et vous voyez donc du coup que la frontière de décision, bah, elle a un peu du mal, mais là, en vrai, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, parce que là, comme j'ai dit, c'est juste une droite qui est assez directe. Donc en fait, ça peut pas prendre en compte certaines nuances, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir des points bleus ici qui seront un peu plus vers la gauche. Mais c'est malheureusement ce qu'il a trouvé de mieux. Donc, si on essaie de calculer l'accuracy sur les jeux de données, tests, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un ypred est égal à predict xtest w, ac pour accuracy, et on appelle la fonction accuracy, ytest et ypred. Donc, on va donner les données, les vrais labels, et les labels qui ont été prédits par notre perceptron. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'accuracy, par exemple, et ensuite, on va afficher donc les données de test avec la frontière de décision. Donc, donc l'accuracy sur notre test set, c'est de 0,8. Ça, ici, c'est ici le bias et ensuite les poids. Donc là, ça veut dire que sur 100 prédictions, il y en a 80 qui seront bonnes. Donc, ce qui en soi est quand même pas trop mal. Et alors, j'ai pas trop détaillé, mais je pense que là où les prédictions seront pas bonnes, en fait, là où il fait de mauvaises prédictions, c'est pour les points bleus, en fait. Parce que les points rouges, vous voyez qu'ils sont quasiment tous bien prédits. Les points bleus, par exemple, ici, ils sont pas bien prédits. Là, les points sont différents, c'est normal, c'est parce que c'est mon jeu de données test, qui est différent de celui-ci. C'est pour ça que j'ai pas le même nombre de points et qu'ils sont pas dispersés de la même manière. Mais vous voyez que quand même, il arrive à prédire des trucs. Le problème, c'est que comme je vous l'ai déjà répété, en fait, il a tendance, enfin, c'est pas qu'il a tendance, c'est qu'en fait, il est très direct. C'est-à-dire que là, ici, bah, il va faire une droite et hop, il va séparer juste comme ça. Par exemple, si on avait pas une droite, mais une sorte de parabole qui ferait par exemple comme ceci, bah là, vous voyez qu'on aurait peut-être une meilleure prédiction parce qu'on aurait beaucoup plus de points bleus mieux prédits. Quelques points rouges seraient mal prédits, évidemment, mais on aurait quand même un truc peut-être un peu meilleur. Voilà, je vous balance juste une idée comme ça. C'est juste pour vous montrer que le perceptron, c'est quand même bien, mais sur des données en fait qui sont assez facilement séparables, linéairement séparables, hein, c'est-à-dire qu'on met juste une droite et c'est bon. Donc ici, ça commence déjà à avoir du mal. Et aussi, en vrai, si après on essaye de généraliser à plus, donc à plus de variables descriptives, on peut le faire. Mais ça peut avoir des problèmes pour notamment le cas que je vous ai dit, c'est-à-dire si les valeurs ne sont pas linéairement séparables. Donc c'est pour ça que on a pris le perceptron et ensuite plein de gens l'ont étudié pour l'améliorer, pour pallier en fait aux problèmes que je vous ai cités et aussi d'autres problèmes pour faire en sorte en fait qu'il soit beaucoup plus performant sur des problèmes. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!